C'est moi qui commence tout simplement parce que c'est moi qui ai introduit le sujet, juste pour redonner le contexte. Mais c'est Sylvie qui va vous parler la plupart du temps. Donc moi je suis Benoît Nenner, je suis chef de projet à la Fabrique des Transitions. Et je voulais juste vous dire deux petits mots de la Fabrique des Transitions. Une fabrique, vous allez dire une de plus, oui. Alors ce matin on a entendu parler de FAPT aussi. Alors ça pourrait être la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Bienvenue Jean-Baptiste. Et donc la Fabrique des Transitions, c'est un acteur qui existe, on va dire formellement dans sa forme actuelle depuis 2020, et c'est une alliance de plus de 400 acteurs engagés dans la transition écologique des territoires. J'insiste sur le mot alliance parce qu'en fait on se définit aussi par ce qu'on n'est pas. On n'est pas un réseau de consultants par exemple, on n'a rien contre les consultants, il y en a dans notre alliance d'ailleurs, mais ce que je veux vous dire par là, c'est la volonté véritablement de construire une alliance d'acteurs en fait, pour coopérer dans la construction de dispositifs pour aboutir à des solutions concrètes de transition. Donc voilà, c'est ça la Fabrique des Transitions. Donc c'est animé par une petite équipe, on est une petite dizaine, et ensuite on s'appuie sur nos alliés, et dans nos alliés on retrouve des acteurs de différentes natures, des structures d'enseignement-recherche, des collectivités bien sûr, mais aussi des socio-professionnels, des grands réseaux, des grandes têtes de réseau sur la transition comme Solagro, on a cité Energy Cities ce matin. ERCOP est un des alliés de la Fabrique des Transitions. Voilà, il y en a plein d'autres, je ne peux pas les citer, l'UNADEL, etc. Vous allez sur le site, vous les verrez, par région, par thématique, etc. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'on vient vous parler de COSE Cévennes. On vient vous parler en fait d'un programme d'accompagnement dans lequel COSE Cévennes est impliqué et qui illustre assez bien en fait la façon dont la fabrique fonctionne. On n'est pas, donc je vous l'ai dit, on n'est pas un bureau d'ingénierie, donc en fait on ne répond pas à des appels d'offres, mais en fait on co-construit des dispositifs qui ont pour vocation de déclencher et de mettre en mouvement les territoires dans leur transition. Et c'est ce qu'on a fait en fait avec la NCT, l'agence nationale, un cycle de plus, Agence nationale de la cohésion des territoires, donc qui est rattachée au ministère de la transition écologique, et qui, en fait, avec qui on a discuté à la suite des états généraux, je ne sais pas si vous vous souvenez, des états généraux pour la transition du tourisme en montagne qui ont eu lieu en 2021. Et au cours desquels, en fait, Jean-François Caron, qui est le directeur, enfin le créateur, l'initiateur de la Fabrique des Transitions, était intervenu. Et ensuite, avec les associations, les organes qui ont porté ces états généraux, on a discuté avec l'NCT pour envisager une suite. Et c'était le moment du lancement du plan Avenir Montagne, dans lequel il y a un volet qui s'appelle Avenir Montagne Ingénierie, qui était un peu une des nouveautés intéressantes d'un plan qui a suscité pas mal de critiques. Je ne reviendrai pas dessus parce qu'on n'a pas le temps. Mais en tout cas, ça illustre bien. En fait, on s'est réunis avec la NCT et on a en fait véritablement dessiné ce dispositif que vous voyez là. Pardon, le slide n'est pas très clair. Excusez-moi, c'est l'image qui ne doit pas être très bonne. Mais je vais vous en dire deux mots. En fait, on a créé un parcours d'accompagnement issu de notre expérience antérieure de ce qu'on appelle des accompagnements en cohorte de territoire. En fait, on s'est adressé à l'ensemble des lauréats Avenir Montagne Ingénierie. Il y a une soixantaine de territoires dans tous les massifs. On a créé pour eux ce qu'on a appelé un tronc commun. C'était un dispositif de sensibilisation, d'acculturation, qui a permis aussi un petit peu de faire un pas de côté, d'aider notamment les élus à voir les choses sous un nouvel angle. Et ensuite, on a fait appel à des volontaires parmi ces 60 territoires. Et il y a eu plus d'une vingtaine de candidatures. Il y en a 9 qui ont été retenues. Et l'idée, en fait, c'était de compléter un parcours qui s'adressait à la fois, évidemment, aux 60 territoires, pas en s'appuyant sur un groupe pionnier de 9 territoires, dont fait partie le PETR COSE Cévennes. Et dans ces territoires, on a déroulé notre méthodologie. Je n'ai pas le temps d'y revenir plus précisément maintenant, mais on a commencé par un diagnostic. On a ensuite animé des groupes de pairs, toujours avec ces 9 territoires. Ensuite, on les a accompagnés dans l'identification et le déclenchement d'un projet test. Et c'est aussi de cela dont Sylvie va vous parler juste après. Et l'idée de ce parcours, ça a été d'aller, on va dire,
à chaque fois, à chaque phase, de revenir vers l'ensemble des lauréats pour que les pilotes puissent faire part de leur retour d'expérience, un petit peu comme on le fait aujourd'hui. Voilà, les 9 territoires pilotes, vous les voyez là, ils sont répartis dans tous les massifs. Donc on part des Vosges avec le PETR Pays de Sarrebourg, on descend dans le Jura où on a le PNR d'Ourloger, et un lauréat un peu particulier, c'est parce que c'est une association, c'est pas un territoire, c'est Espace Nordique Jurassien. Dans les Alpes, on a 3 territoires, Maurienne-Galibier, la Comcom de Maurienne-Galibier, la Comcom Cœur de Chartreuse, et puis tout au sud, le PNR Luberon. Et le PETR Cossé-Cévennes. Du coup, ouais. Oui, on voit pas bien les points. Non, on voit très bien que le Luberon est remonté au nord et que le Doubs est descendu dans le sud. Mais c'est pour, oui. Pour mettre un petit peu pour capter l'attention de l'auditoire. Parce qu'en fait, les logos sont à peu près les mêmes. Merci Benjamin. Et donc, alors un peu très au sud quand même, on va dire du Massif central, le PETR Cossé-Cévennes, dont Sylvie va vous parler, voilà, qui est à la limite, qui est administrativement dans la région Occitanie, mais qui est rattaché au Massif central, au commissariat de Massif central. Et puis 2 PETR aussi dans les Pyrénées, l'Ariège et le Pays des Nestes. Alors, encore une fois, c'est Sylvie qui va vous parler, qui va vous donner un petit peu tout son retour d'expérience. L'idée, c'était juste de vous dire un petit peu quelques mots de tout ce que ça a produit, parce qu'on est en train de finir en fait ce parcours. Il a duré à peu près 2 ans. Donc il y a eu des choses qui ont été enclenchées. Vous voyez ici les principaux impacts qui ont été observés. Alors, ce n'est pas un hasard, parce qu'en fait, parmi ces principaux impacts, on retrouve ce qu'on appelle les 4 fondamentaux de la conduite du changement, tels qu'ils ont été on va dire, structurés et sur lesquels la méthodologie de la fabrique des transitions est basée. Donc ça part évidemment de l'implication citoyenne, en passant par la coopération. On a beaucoup parlé de coopération. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce mot, il est très utilisé, et donc il faut vraiment avoir en tête que quand on parle de coopération, ça veut dire qu'on dépasse véritablement le stade de la simple coordination, du simple fait de travailler ensemble, parce que parfois on a tendance à se dire on travaille ensemble, on coopère. Non, coopérer, ça va au-delà, et Sylvie nous en dira plus. Et puis, et c'est aussi le titre de l'intervention de Sylvie, le développement d'une approche systémique. C'est quoi la systémie ? Sylvie va vous en parler très concrètement. Nous, notre approche de la systémie à la fabrique, c'est vraiment une approche qui consiste à considérer la systémie comme finalement comme une attitude, comme une posture. Et pour conclure mon propos introductif, je voudrais juste citer en fait Edgar Morin, qui est un des grands penseurs de la complexité, parce qu'en fait la systémie, c'est quoi ? C'est penser la complexité. Et Edgar Morin, il rappelle souvent que le mot complexité, ça vient du latin complexus, qui signifie notamment tisser ensemble. Et donc, finalement, la systémie, c'est quoi ? C'est s'astreindre à un travail de tisserand en reliant les points de vue, les disciplines et les niveaux d'analyse. Voilà. Je n'en dis pas plus et je passe la parole à Sylvie. Merci Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Donc j'ai intérêt à bien expliquer la systémie avec toutes les promesses que tu as faites. Ça commence bien. Ah. Alors, donc un petit peu avant de commencer justement dans l'accompagnement de la fabrique et jusqu'où ça nous a mené, un petit peu de géographie. Donc le territoire du PETR, c'est donc situé en Occitanie. C'est un territoire au nord-ouest du département du Gard, montagneux, peu dense, 18 habitants au kilomètre carré. Et on est situé à 1 heure d'Alais, de Nîmes et aussi de Millau. Donc vous avez une petite idée. Il est reconnu pour la qualité et la beauté de ses paysages, liés à l'agropastoralisme, et aussi, donc, comme l'a indiqué tout à l'heure Benjamin, les Causses et Cévennes sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est pas rien. Le climat aussi est assez connu pour ces épisodes cévenols au moment de l'automne, et également maintenant aussi pour ces sécheresses en période estivale. Et on a un climat donc, qui est méditerranéen et qui devient progressivement montagnard en fonction de l'altitude.
Un peu plus précisément, donc là c'est le périmètre précis donc, du PETR Cossé Cévennes. Ce PETR, c'est un syndicat mixte fermé qui a comme gouvernance un conseil syndical, un conseil de développement aussi, et puis 5 agents à son actif, dont Jeanne qui m'a accompagnée aujourd'hui, et Jeanne Clavière et Anaïs Grasset, 2 agents du PETR. Il regroupe 2 communautés des communes, le Cossé-Goual Cévennes Terre Solidaire, au nord de l'image, là, de la carte, et plus au sud, le pays Viganais. Avec sa commune la plus importante en termes d'habitants, c'est le Vigan, avec à peu près 4000 habitants. Il regorge d'aménités telles que son cadre de vie, sa biodiversité, ses paysages, comme je l'ai dit, ses patrimoines, et même son ciel est intéressant puisqu'il est réserve de ciel étoilé. Au nord du territoire, on a le second sommet le plus haut du massif central, c'est le Montégoal, qui culmine à 1567 mètres. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'un climat montagnard. Bon, ce n'est pas de très grandes altitudes, et néanmoins, c'est quand même assez haut. Et au sud, un grand site de France, le cirque de Navacelles. Son agriculture aussi est assez reconnue grâce à ses appellations AOC et IGP, comme l'oignon doux des Cévennes, le pélardon, la châtaigne des Cévennes, etc. etc. On peut aussi, sur cette slide-là, voir les différences d'ambiance et de paysage. C'est-à-dire qu'on a tout en haut de l'image le cirque de Navacelles avec ses causses et ses plateaux calcaires. Et sur les causses, on a une habitation qui est assez organisée en hameaux plutôt isolés. Et donc, il y a ce sentiment de liberté qui est assez prégnante, qui revient souvent dans ce sentiment pour les habitants. Et puis, à l'inverse, bon, on n'a pas trop d'images, mais on peut aussi en apercevoir là-bas, des hameaux en vallée Cévenol qui sont plutôt recentrés autour de la rivière, de part et d'autre, avec un habitat vraiment en cœur de hameau, et puis un habitat plutôt en étage. Donc, on a ces différentes... de paysages, on voit le ciel étoilé aussi au milieu, beaucoup de rivières, un passé aussi concernant l'industrie. Alors évidemment maintenant c'est plutôt un récit qui domine sur la désindustrialisation liée au textile. On aperçoit en bas de l'image une ancienne filature, c'était très prégnant sur le territoire. Maintenant effectivement c'est quand même assez réduit. On parle aussi dans notre territoire de rudesse du climat. Là, avec les changements climatiques, ça devient un peu moins vrai, du moins un peu comme chez tout le monde, assez variable. Et puis, on parle aussi beaucoup d'isolement. Alors, c'est assez paradoxal parce qu'on est une terre d'accueil historique, mais cet isolement, il est lié à la différence entre les vallées, donc une question de géographie. Et puis, on est rattaché à 5 bassins de vie. Donc, on est à la fois isolé et à la fois rattaché à de nombreux bassins de vie. C'est un peu contradictoire, mais en attendant, ça pose quelques problèmes de mobilité. Et puis, ce territoire aussi, il doit faire face aux conséquences de la fragilité de son économie touristique. Vous voyez que c'est un pays magnifique. Et donc, on a effectivement, c'est une destination touristique. Néanmoins, on a un hébergement peu qualitatif. Une fréquentation touristique qui est limitée à quelques mois, qui n'est vraiment pas tournée sur le 4 saisons, et aussi ces difficultés qui touchent à la mobilité en fonction de la faiblesse de sa densité de population et puis de son caractère isolé dû au relief. Alors, dans tout ça, le PETR, c'est aussi une structure qui est assez récente, 2017, sa création. Changement de gouvernance en 2020. Et au départ, quand je suis arrivée en tant que présidente, on n'avait que 2 agents. Maintenant, comme je l'ai signalé, on en a 5. Et hop, il faut que je tourne, oui, encore un peu. Et il y a une dynamique qui s'est créée au niveau de l'équipe, élus et agents. Et on a été intéressés par ce programme Avenir Montagne. On a répondu, on a été lauréat. Et on s'est retrouvés invités en septembre 2022 pour le lancement de cette cohorte.
Et c'est là qu'il y a eu vraiment un déclenchement, parce qu'au moment du lancement de la cohorte, c'est un petit peu comme ce matin, la première, au moment de l'accueil, où on a une présentation de où on en est avec le réchauffement climatique et ses conséquences. Alors, on le sait plus ou moins, bien sûr, on le sait plus ou moins. Mais là, c'est vrai que ça, avec un rendu de scientifiques à l'appui, c'était quand même un peu un coup de poing que l'on ressent. Et en même temps, il y a eu ensuite une présentation de Jean-François Caron sur comment ils avaient réussi leur transition à Los Angeles, donc après la fermeture des mines. Et là, paradoxalement aussi, après le coup de poing qu'on reçoit dans la figure, on se dit, mais finalement, si à Los Angeles, tout au nord, là-haut de la France, ils ont réussi leur transition, évidemment, ça a été sur 25 ans, mais nous, dans notre territoire, avec toutes ces spécificités et ces aménités, on doit bien pouvoir réussir. Donc en fait, il y a eu à la fois l'électrochoc de où on en est au niveau du réchauffement climatique, et en même temps, finalement, c'est à notre portée. On peut y aller. Et là, il y a eu, curieusement, un enthousiasme. On était 2 élus présents, et on a eu un enthousiasme par rapport à ça. Et donc, on a été accompagnés par la Fabrique des Transitions, dans le cadre du programme Avenir Montagne, dans la mise en œuvre de cette stratégie de développement touristique, liée donc adaptée aux enjeux des transitions écologiques et de diversification touristique. Et donc, ça a concerné, nous, 3 volets: la mobilité, l'hébergement et la restauration, et la station de Prapero, qui est donc au sommet de l'Égual, à 1500 mètres d'altitude, moyenne montagne, la Sole du Gard, donc on est un peu poussé là aussi pour la conserver, et puis cette économie qui est vraiment en péril du fait du manque de neige. Et donc de répondre à l'appel à projet, ça a été donc un défi pour nous. Et du coup, comment on a adhéré à la Fabrique des Transitions et au programme de méthodologie qui nous était proposé. C'était donc avec ce moment fort, comme je viens de l'expliquer, du lancement de la cohorte. Et donc, en plus d'être lauréat du programme Avenir Montagne, on a souhaité être embarqué dans ce projet pilote en se disant, on est un territoire très faiblement doté en ingénierie. Les communes sont toutes petites, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc ont un secrétaire de mairie à temps partiel, il n'y a pas du tout d'ingénierie. Et nous, le PETR, c'est ce qu'on apporte, c'est ce qu'on peut apporter avec nos agents. Et on s'est dit, c'est une manière aussi d'apporter un peu plus de méthodologie et un peu plus d'ingénierie pour nos territoires. C'est ce qui nous a emballés. Donc on s'est lancé dans cette affaire. Aussi en ayant la perception que ce qui était mis en avant par la fabrique, c'était de ne pas avoir peur de notre héritage, de mettre en avant cette fierté de l'héritage, qui est assez intéressant aussi. C'est intéressant qu'on le sache et de se l'approprier, en fait. Et donc l'aventure, il en a un petit peu parlé, Benoît, tout à l'heure, c'était dans un premier temps d'avoir une analyse sensible du territoire. Là aussi, ça a été un deuxième moment très très fort, parce que cette analyse sensible, c'était donc l'interview d'une quinzaine de personnes faite par Jean-François Caron, donc ciblées sur les 4 partenaires, c'est-à-dire les élus, les agents, l'État aussi, et puis les sociopros ou les citoyens, enfin c'est un petit peu mélangé. Donc ces 4 acteurs étaient interviewés. Et alors là, la question qui était posée, c'était quel est votre rêve pour les transitions? Quel est votre désir d'avenir? On a parlé d'amour. Et là, on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? De quoi on parle, en fait? De quoi on parle? Et le résultat que ça a eu, c'est pour ça que ça embarque après, le résultat que ça a eu, c'est que quand on a des questions de cet ordre-là, on se livre avec sincérité, on parle avec notre cœur. Et finalement, ça suscite de l'espoir et de l'enthousiasme. Et ensuite, il y a eu donc une restitution en premier donc, aux personnes qui étaient interviewées. Et là, moi j'ai eu, avec les agents d'ailleurs, on a eu en primeur cette restitution-là. Et quand on a entendu donc l'analyse de Jean-François Caron, personne donc neutre par rapport au territoire, la faire, je me suis dit, quand les autres élus et les autres personnes qui ont été interviewées, ils vont entendre ça, je ne sais pas ce que ça va donner, parce que c'était, vous n'avez pas de vision partagée sur votre territoire,
où sont les signes de transition, où sont les panneaux solaires, enfin des choses basiques comme ça, on est quand même dans le sud. Bon, donc pas mal de choses pas forcément sympathiques, donc je me demandais comment ça allait être interprété. Et là, le miracle opère, c'est-à-dire que comme il y a toujours cette histoire voilà, de sincérité et de franchise, tout le monde a accueilli ça favorablement et en se disant finalement le maître mot, ce qui sortait de ça, c'est que oui, on n'est pas en avance par rapport aux transitions, oui, on a un passé qui est comme ça, mais ça peut être finalement un levier, et donc en fait chez nous tout est possible. Et quand on dit ça, ici tout est possible, et déjà on sort la tête de l'eau et on se dit on va avancer, on ne sait pas encore trop comment. Ça donne aussi le droit à l'expérimentation et de se dire oui, voilà, comme je viens de le dire, on n'est pas en avance, mais bon, on peut expérimenter, on peut faire des allers-retours. Et surtout, la force, c'était de se dire, on peut expérimenter avec ses partenaires, avec lesquels on n'a pas l'habitude. Par exemple, la stratégie, la méthode Fabrique des transitions, c'est de dire il faut essayer de travailler avec ceux qui n'ont pas du tout le même avis que nous, ou avec qui on n'a pas envie de travailler. Là aussi, oh là là, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-François? On l'aime bien, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Nous, on n'a pas du tout envie de travailler avec ceux qu'on comprend pas, finalement. Et comme on était assez bons élèves, on s'est dit, on va essayer de suivre cette stratégie, ce qu'on a suivi. Et finalement, c'est vrai que d'avoir autour de la table des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, et pas forcément les mêmes idées, en fait, là aussi... c'est l'écoute qui est la plus importante. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'écouter les uns les autres. Et finalement, on arrive à tirer des idées, une direction, une façon de faire en coopération, en co-construction. Finalement, c'est pas si difficile que ça. Ensuite, au niveau des restitutions, il y en a une autre aussi très importante. Alors là, on a désobéi, nous aussi, comme notre voisin tout à l'heure de l'autre salle. La désobéissance, finalement, c'est pas trop mal. Dans les consignes, c'était de faire une restitution plutôt aux élus. Et en fait, les élus, ils sont pas toujours très mobilisés pour ce genre de questions. Donc nous, on s'était dit, on va l'ouvrir à toute la population, on verra bien. Et on a pris le pari de le faire au cinéma, qui est un lieu de culture, et qui peut rassembler quand même 200 personnes. Et là, on a eu la joie, et ça aussi, ça donne de l'énergie, de voir que la salle était remplie, et qu'effectivement, les élus, ils étaient relativement peu nombreux, mais il y avait beaucoup de citoyens, de sociopros, et ça a enchanté tout le monde. Et là, c'était un petit peu la même présentation qu'à Paris. Une première étape où on en est avec le réchauffement climatique au niveau mondial, et après, ce qui s'était passé à Los Angeles. Et donc, il a fait une troisième étape avec la restitution sur notre territoire. Quelles sont les recommandations qu'il pouvait nous faire? Et donc, vraiment basé sur aller vers une vision, essayer de trouver cette vision partagée, trouver un fil rouge et commencer à disposer quelques petits cailloux. Donc, on s'est lancé dans cette aventure. Et surtout, c'était un moment fort, c'était fédérateur par l'ensemble des partenaires, du citoyen lambda, des associations. C'était très, très fort. Merci. Voilà, c'est ça, oui, c'est ça. Notre projet pilote, donc il y a eu plusieurs étapes, cette restitution, mais du travail aussi, des formations pour acculturer aussi, que ce soit les élus, mais les différents partenaires au niveau de ce concept de transition. Et l'idée, donc, c'était de construire un projet pilote. Alors, notre projet pilote, ça a été de créer finalement un sentier une itinérance pédestre ou cyclable ou un mixte des deux, de mettre en trajectoire. Alors, vous avez un petit croquis, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais nous, il nous plaît beaucoup ce petit croquis parce qu'en fait, ça a été fait en co-construction avec les partenaires. Et il y a cette idée de cheminement là, pour aller tout en haut vers les Gouales et puis les petites étoiles, et avec différentes étapes pour co-construire ce projet. Et donc, avec quelle méthode? En fait, avec cette approche par le sensible.
Et je me suis perdue dans mes feuilles, excusez-moi, parce que je sens que je suis bavarde. Non, mais c'était pas trop mal. Je me suis un peu perdue. Ah voilà, c'est ça. Oui, l'idée de ce projet pilote, c'était de faire un circuit itinérant qui puisse rassembler tout le territoire, le fédérer. Parce qu'en fait, on a 5 bassins de vie, on a des vallées différentes. Et donc le territoire est vaste et avec des petites problématiques assez différentes. Et donc l'idée, c'était d'essayer de parler à tout le monde. On verra plus tard que ce n'est pas toujours facile, de parler à tout le monde et du coup de fédérer. Donc avec un projet qui fasse tout le territoire et surtout qui revitalise notre pays et en mettant les transitions aussi au centre. C'est-à-dire que l'idée, c'était de recenser toutes les initiatives de transition qu'il pouvait avoir ici ou là, tout au fil de ce parcours. Et donc de raconter une histoire par rapport à l'histoire passée, le présent, et en inventer une pour l'avenir. Et donc de quelle manière on a essayé de tirer le fil de la systémie de tout ça? C'est avec cette approche par le sensible, non, mais je suis pas mal là. Voilà, oui. Voilà, merci. Il connaît mieux les slides que moi, en fait. Cette approche par le sensible qui doit être toujours là en premier en se disant, mais quel est notre rêve de transition? Qu'est-ce qu'on veut pour notre territoire? Et quand on pose cette question, pour nous tous, en fait, ça enclenche une écoute avec le cœur et une sincérité et un enthousiasme. Et ça enclenche la co-construction, l'idée que, oui, les élus, finalement, ils peuvent être en capacité de travailler avec les autres partenaires et de réussir aussi, enfin, de faire passer comme message que on n'a pas forcément les solutions à tout et on a le droit de se tromper. Moi, j'ai eu dit déjà en réunion comme ça de travail, bah oui, bah on ne sait pas faire. On ne sait pas faire, ben, tous ensemble, on va apprendre et on va trouver des solutions. Parce qu'il y a les pionniers qui sont en économie sociale et solidaire qui se disent « moi, je sais faire, je sais coopérer, je sais ce qu'il faut faire. » OK. Bon, finalement, avec le recul, je m'aperçois que bah aussi, ils pensent peut-être qu'ils savent tout, mais finalement, il y a des variables. Nous, les élus, franchement, on ne sait pas faire. Enfin, je fais une généralité, mais en tous les cas, dans notre secteur, on ne savait pas trop travailler en coopération, même si on parle d'implication citoyenne, en fin de compte, c'est pas très facile à faire. Et on préfère justement parler de participation impliquante, d'être dans des 50-50, de réfléchir ensemble à trouver des solutions et chacun apporter quelque chose. Et l'importance, c'est de toute façon de placer tout le temps l'humain au centre. Alors, on peut passer au top. Alors, les tops, c'est le lancement de la cohorte. Vous l'aurez compris, ça a été vraiment pour nous un déclencheur qui a chamboulé complètement la façon la méthode de travail de l'équipe du PETR. En fait, on a travaillé davantage de manière globale. Les missions ont été complètement transversales. Ça a tout bouleversé et tout bouleversé aussi dans notre approche donc pour tous les sujets. Les tops, ça a été également donc, cette approche sensible en se disant on peut expérimenter, donc c'est le droit à l'erreur. La restitution publique de l'analyse sensible, ça a été aussi un moment très important qui a bien fonctionné. Et puis on s'est donné comme défi d'incarner un territoire pilote, donc d'avoir des idées un peu innovantes, de rechercher des choses. Les tops, ça a été de se dire que le rêve a sa place dans tous les territoires et qu'en fait, malgré la situation au niveau du réchauffement climatique, ici, tout est possible aussi. Et de chercher de nouvelles représentations pour un imaginaire qui nous convienne à tous, un imaginaire collectif. Ça a été pour nous une véritable prise de conscience. Pour les élus, on a bien vu ce cheminement qui s'est produit entre ce démarrage, les restitutions publiques, les travaux en coopération, et puis le début du travail du projet pilote qui a bousculé les habitudes et qui nous a permis de vraiment travailler et agir ensemble.
En plus, notre idée de tout est possible, c'est vrai que à l'Égoile, là-haut, on a aussi le climatographe qui travaille avec des chercheurs au niveau de l'évolution du climat. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On a un nombre incalculable un tissu associatif très, très riche, de nombreux événements sportifs qui rassemblent beaucoup de personnes. La création pour le septembre 2024 d'un pôle d'enseignement supérieur pour un petit territoire comme nous, c'est aussi un événement marquant. Et je pense que toute cette approche de la fabrique des transitions, cette nouvelle méthodologie, ça a contribué à rassembler les gens, à les fédérer pour aller plus loin. Et aussi une belle réussite, c'est l'embarquement d'une nouvelle collectivité, la commune, comme je disais tout à l'heure, du Vigan, qui est la plus importante en nombre d'habitants du secteur, qui est partie aussi avec la fabrique des transitions, mais pour une cohorte régionale. Et là, je dois dire que c'est vraiment quelque chose de très, très positif. Alors nous, on a poussé pour que ça aille dans ce sens-là. Alors je vais quand même vous faire une confidence pour être en toute sincérité. C'est que je suis quand même la première adjointe de la commune en question. Donc évidemment, c'était facile pour moi de pousser. Mais ceci dit, on peut pousser et des fois ça fait flop. Là, ça fait top. Donc ils sont partis dans cette aventure. Moi, je me mets délibérément un petit peu en retrait pour justement pas apporter la confusion. Et je vois qu'ils ont commencé récemment ces premières réunions comme nous. Et certains y allaient à reculons parce que c'était un petit peu loin la destination. Et finalement, ils sont revenus comme nous, super enchantés, un grand sourire, plein d'ambition, plein d'enthousiasme et d'espoir. Donc ça, c'est une belle réussite. Et les flops, alors les flops, au point où on en est là, je dirais que c'est plutôt des points de vigilance que des flops, pardon. Et c'est la difficulté donc à satisfaire le plus grand nombre, c'est-à-dire que on a ouvert au fur et à mesure de nos réunions à un plus grand nombre de partenaires, entre autres les sociopros. Et là, c'est vrai que d'intégrer les sociopros à toutes ces réunions, c'est indispensable, mais c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'eux, ils sont centrés, c'est bien normal, sur leur activité. Et donc, ils poussent les choses pour aller plutôt là ou pour aller plutôt là. Et nous, on écoute, on reçoit. Et à un moment donné, il faut quand même aussi réorienter les choses. Donc, à un moment donné, on a failli en perdre. On les a retrouvés. Bon, ça, c'est compliqué. La complexité aussi a touché l'ensemble du territoire. Comme je l'ai dit, on a, je crois que c'était aussi hier pendant la réunion, là, à 18h30, on a parlé d'échelle. Nous, c'est deux communautés des communes, donc deux gouvernances différentes. Et nous, on est un peu neutre par rapport à ça. C'est un avantage que ça soit porté par le PETR. Il n'y a pas de problématique de politique de différence. Donc là, c'est une bonne chose. Néanmoins, il y a quand même quelques divergences, puis des petites compétitions. Le cirque de Navassel, il est au pôle d'enseignement, au pôle Viganais. L'Égoile, il est sur l'autre communauté des communes. Bon, bref, il y a cette difficulté-là. Et puis, les temporalités aussi qui sont différentes entre les acteurs. Au niveau des élus, les démarches administratives, etc., sont très, très, très lentes. La coopération aussi, ça demande du temps et ce n'est pas toujours compris. Et on me demande d'aller un peu plus vite. Le bilan, c'est très positif aussi dans le sens où il y a vraiment un renversement de la vision du territoire, parce qu'au début, il n'y avait pas vraiment de vision justement concernant les transitions. Et là, ça a été complètement chamboulé. Le SCOT qui est élaboré aussi par le PETR, et ça nous a beaucoup aidé, tout ce travail, à centrer le SCOT sur tout ce qui est transition, sur les transitions. C'est-à-dire que le SCOT, c'est produire, travailler, consommer et vivre ensemble. Et c'est inscrit vraiment dans la dynamique des transitions écologiques, mais aussi énergétiques, économiques et sociales. Et finalement, la vision que l'on n'avait pas, eh bien, elle a été construite aussi avec le SCOT et grâce aussi à tout cet accompagnement d'Avenir Montagne. Donc c'est quand même assez imprévisible, mais ça a fonctionné comme ça. Et aussi, on duplique ce fonctionnement avec la charte forestière qu'on a lancée l'année dernière au mois de juin. Et finalement, avec la même méthode, restitution publique, travail de co-construction, 50-50 aussi, parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre des artisans qui donnent de leur temps bénévolement, etc. Et puis bon, après, ça évoluera différemment. Donc on arrive aussi
à le dupliquer, entre guillemets. Donc ça, c'est très fort aussi. Et pour l'avenir, on aimerait bien qu'il y ait une poursuite avec l'accompagnement de la Fabrique des transitions, parce que le programme Avenir Montagne, on a une prolongation pour 2 ans supplémentaires. Donc, on aimerait bien que l'État aussi continue à faire fonctionner l'accompagnement de la Fabrique des transitions pour nos territoires. Réaliser aussi que notre projet pilote il soit vraiment concret, qui débouche vraiment. Et puis, comme je suis là, j'essaye d'être l'ambassadeur du PETR et de dire ce qui a fonctionné à notre échelle, petite échelle de la ruralité. C'est pas désagréable à faire aussi, parce qu'en fait, souvent on se dit on n'a pas grand-chose à raconter. Et puis tout compte fait, c'est à notre petite échelle, intéressant aussi de partager avec vous et de continuer à le faire. Alors on est surpris, on a été interviewé par France Culture, on a dit mais finalement c'était super, etc. On a participé aussi à des animations, des conférences avec Carlos Moreno sur la ville ou du quart d'heure ou maintenant de la demi-heure pour des territoires plus ruraux comme les nôtres. Donc voilà, ce rôle d'ambassadeur aussi, de continuer là-dedans. Voilà. Superbe. Merci Sylvie. On peut l'applaudir. Bien. Et ça laisse place aux questions et aux échanges. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Jean-François Caron, je vous invite vraiment peut-être à écouter justement le podcast, enfin en podcast, cette émission France Culture. C'était quand les Cévennes fabriquent leur transition. On entend Jean-François et là on retrouve cette question du rêve, de l'étoile, tout en haut là, et puis les petits cailloux. Les petits cailloux qui permettent de monter et d'atteindre cette étoile, ou en tout cas de tendre vers cette étoile-là. Et ce qui est très intéressant dans le reportage, c'est qu'en fait, sont interviewés justement les différents partenaires. Et ça aussi, voilà, c'est... Tout à fait. Là, on entend la voix de l'élu et de la fabrique, mais c'est intéressant aussi de voir comment les partenaires se saisissent de ça. Et de tout le vocabulaire, et je parlais en introduction de tous ces petits sigles que nous avons. Et à la fabrique, c'est plutôt un autre vocabulaire. C'est la question des groupes de pairs, du diagnostic sensible, de la mise en récit. Voilà, en fait, c'est tout un vocabulaire aussi qu'on apprend à appréhender et qui crée un langage commun aussi sur le territoire. Merci beaucoup, Sylvie, d'avoir partagé ça. Est-ce qu'il y a déjà des questions ou une question qui émerge ? Hop, et n'oubliez pas de vous présenter. Bonjour, Benjamin Thaler. Alors, je suis particulièrement avec intérêt tout ce qui se passe sur les évolutions des territoires et j'étais très intéressé sur la façon dont vous êtes mis en mouvement. Vous avez longuement décrit un petit peu la façon, mais je serais aussi intéressé de connaître votre étoile et vos petits cailloux, parce que ce qui c'est d'imaginer comment vous voyez collectivement ce territoire de Cévennes et de Causse, pour nous qui sommes à l'extérieur, qu'on puisse qu'il soit attractif, et quels sont les éléments sur lesquels ça va être construit avec le travail que vous avez fait. Alors, les éléments sur lesquels ça va être construit, en fait, la vision que l'on a maintenant, c'est un nouveau projet de territoire. Ce nouveau projet de territoire, il est en train d'être validé, puisque c'est notre SCOT, finalement, avec surtout le premier document. Alors, SCOT, c'est schéma de cohérence territoriale, un document d'urbanisme. Et ce qui va avec, juste l'étape précédente, c'est le plan d'aménagement stratégique qui va être en fait notre fil rouge finalement. Alors c'est vrai que c'est pas non plus très concret, mais c'est un travail qui est à continuer. Là, on a balisé le chemin avec ces différentes transitions au niveau économique, écologique, etc. Et c'est un chemin qu'on a tracé. Après, pour l'illustrer, c'est pour ça qu'on a un projet donc pilote, et c'est ce fameux sentier itinérant que l'on veut faire, avec, tel qu'il a l'air de se présenter, je dis tel qu'il a l'air parce que c'est en cours et que c'est pas moi toute seule qui décide de ça, donc ça peut encore bouger, mais c'est de mettre en valeur les transitions de commune en commune ou de secteur par secteur. Et en l'occurrence, là, on veut faire un premier tronçon
qui fait rêver tout le monde. C'est le tronçon Charles Flahault, c'est-à-dire que Charles Flahault, il était botaniste et il a contribué à je ne trouve plus le mot, à reboiser, voilà, c'est ça, merci, j'ai mon souffleur là, à reboiser la forêt de l'Égoile. Et du coup, l'idée, ça serait aussi de travailler vraiment sur les paysages. Et ça, c'est très intéressant parce que reboiser la forêt de l'Égoile, c'était dans les années 1900 et des poussières. Et finalement, on s'aperçoit que tout ce travail qui a été fait est particulièrement actuel, en fait. Ça a été reboisé parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup d'inondations sur les communes qui étaient situées plus bas. Et finalement, heureusement que ça a été fait. Et c'est quelque chose de très intéressant. Et du coup, le fil rouge, ça serait voilà, ce paysage, ce travail qui a été fait par Charles Flahault. Et ensuite, justement, prendre conscience de la qualité de nos paysages et pourquoi ils sont comme ça aujourd'hui. Et comment on fait, quelle évolution pour ces paysages. Parce qu'on a beaucoup de châtaigneraies, par exemple. On voit bien que qu'elles souffrent du changement climatique. Donc, il y a aussi une projection à avoir sur l'avenir. Merci Sylvie. Oui, il y a forcément des questions. Merci. J'ai une petite question. Donc, vous parliez de la difficulté à embarquer les sociopros. J'avoue, ça me rassure, on est vraiment tous dans la même galère. Mais est-ce que vous avez testé plusieurs méthodes pour les embarquer et est-ce qu'il y en a une qui vous a semblé mieux fonctionner que les autres ? Alors, les méthodes, je ne suis pas sûre qu'on en ait testé plusieurs. Mais je crois que la méthode essentielle, en fait, c'est d'être à l'écoute. Alors, ça, c'est pas facile, finalement. C'est pas toujours très facile. On a toujours envie d'être à l'écoute, mais des fois, il nous énerve. Donc d'accord, il m'a énervé, celui-ci, mais non, bon, qu'est-ce qu'il a dit ? Et en fait, c'est ça, c'est de prendre le temps et de se dire, de ne pas avoir peur, en fait, d'être à l'écoute dans le sens où souvent, j'ai remarqué que... quand on a une intervention d'une personne, qu'on a une sorte de contribution, souvent on le prend comme une critique. En fait, c'est ce décalage qu'il faut réussir à faire. Alors, c'est pas simple, mais quand on l'a à l'esprit, ça fonctionne pas très mal, pas trop mal. C'est-à-dire que bon, on nous dit quelque chose, ok, ça a l'air un peu, mais finalement, on le met un peu à distance et on prend vraiment ce qui a été raconté. Finalement, c'est l'écoute et c'est aussi, je l'ai dit plusieurs fois, mais c'est la sincérité, parce que c'est ce qui manque beaucoup en politique, en fait. Alors moi, ma chance, c'est que je suis élue depuis 2020, alors je me sens toute jeune en politique, un peu novice, un peu naïve, et finalement, je crois que c'est pas mal, mais oui, c'est que souvent, l'élu, il ne dit pas trop qu'il s'est trompé, ou qu'il n'a pas compris, ou qu'il ne sait pas faire. Et en fait, je pense que ça, c'est... Enfin, nous, on l'a vécu. Je me souviens qu'une des premières réunions de co-construction avec Enfin, il y avait tout le monde autour de la table, mais il y a un socio-pro très investi sur le territoire et qui nous dit, oui, mais bon, moi, c'est bien tout ça, mais moi, je fais partie de ci, de ça. Et finalement, tout ce que j'apporte, on les balaye tout le temps, mes idées. J'ai l'impression que je ne sers à rien. Je viens là, je prends du temps pour être là. Et finalement, ça ne sert à rien. Alors moi, je lui ai répondu, effectivement, peut-être qu'on ne sait pas faire. Peut-être qu'on fait semblant de faire de la participation, de une implication citoyenne, mais que finalement, on ne sait peut-être pas faire. Donc là, moi j'assume, on ne sait pas faire, je ne sais pas faire, mais tous ensemble, on va trouver des solutions. Et bon, il a trouvé ça bizarre, ma réponse, mais ça ne lui a pas déplu. Et ce qui était rigolo, c'est qu'entre autres, à la fin de la réunion, on avait préparé notre affiche qui présentait la restitution publique au cinéma. Alors c'est une bricole, l'affiche. Mais en fait, comme on était plusieurs à dire il faut ci, il faut ça, il ne faut pas oublier ci et ça, le même a dit c'est déjà pas si mal, on a co-construit l'affiche. C'était à moitié une boutade, mais finalement, c'était un petit pas. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est de ne pas vouloir aller trop loin tout de suite, mais d'avoir des petits éléments et puis finalement, petit pas par petit pas, sans oublier l'objectif, on y arrive. Donc je pense que c'est le plus gros travail, c'est l'effort d'écoute, qui n'est pas évident à faire. Merci Sylvie. Peut-être juste un complément sur cette question, parce que nous, c'est évidemment un point central pour la Fabrique des transitions. Et la question, elle peut aussi se poser pour d'autres types d'acteurs d'ailleurs, mais c'est vrai qu'elle est particulièrement
clair pour les sociopros. En fait, je reviens à la question de la coopération qu'on a évoquée tout à l'heure. Derrière ce mot, en fait, les sociopros, ils pourront à un moment donné peut-être être plus embarqués à partir du moment où ils comprendront que effectivement la coopération telle qu'on souhaite la mettre en œuvre, c'est de dépasser les mécanismes de coordination. C'est-à-dire, c'est pas juste de dire on implique les sociopros parce que ça fait bien, il faut qu'ils soient là, on va leur demander leur avis, bien sûr. Donc c'est de dépasser les jeux de pouvoir habituels, les postures habituelles. Tu parlais en toute honnêteté des postures des élus. Mais les postures des sociopros aussi. Et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup les groupes de pairs. On n'a pas trop parlé de cet aspect-là. Mais ce travail en groupe de pairs, c'est pas juste pour mettre des élus avec des élus, des sociopros avec des sociopros, etc. C'est véritablement pour amener tous ces acteurs en fait, à réfléchir sur à la fois leur propre posture, leur propre rôle dans l'écosystème, et également ce qu'ils attendent des autres acteurs et ce qu'ils pensent que les autres acteurs attendent d'eux. Donc c'est ce jeu de miroir en fait, de manière très concrète, mais on n'a pas inventé non plus grand-chose, ça existait déjà aussi avant, ces groupes de pairs, et c'est très utilisé, et tant mieux, mais c'est véritablement un mécanisme qui permet de faire éclore tout ce que Sylvie a expliqué. Un dernier mot peut-être pour... non, j'ai perdu le fil. Oui, une des difficultés, pardon, c'est la question du temps long. C'est que c'est très difficile à exprimer dans une présentation si courte. Et merci de t'être prêté au jeu, Sylvie. Mais c'est vrai que tout le dispositif, il est cohérent, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre juste un bout. Le diagnostic sensible ou juste la partie projet pilote, etc., juste tout le tronc commun d'acculturation, etc. C'est un ensemble, c'est un chemin, et la difficulté, c'est pour tous les acteurs, en fait, c'est de s'inscrire dans ce temps long et de tenir le temps long. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette image des petits cailloux blancs, et c'est pour ça qu'on essaye le plus possible de rentrer vite dans l'opérationnel au travers du projet pilote, parce que finalement, le projet pilote, c'est ce qui va raccrocher les gens, parce qu'ils vont voir une action concrète, précise, avec un point d'entrée qui est, en l'occurrence sur Avenir Montagne Ingénierie, le tourisme, mais qui derrière permet, vous l'avez vu, d'embarquer beaucoup plus d'autres choses et de faire appel à beaucoup plus d'aspects, d'où la question de la systémie. Donc ce temps long, c'est une vraie difficulté, mais c'est indépassable. Par contre, ce qui est important, c'est qu'à un moment donné, ils comprennent que l'investissement en temps qu'ils ont fait au départ, et pour les élus, c'est pareil aussi, hein, en fait, cet investissement en temps de départ, il est gagnant à la fin. Superbe. Sur le temps long, Jean-François Caron, tu l'as dit, Sylvie, c'est 25 ans de mandat à Los Angeles. Ce matin, on voyait en Valence Roman, c'est 2012 la première initiative avec le groupe Archer de start-up de territoire. Donc voilà, en fait, on parle de temps long, le tout c'est d'avoir cette vision et de la vision partagée. On a le temps pour une dernière micro-question. La micro-aventure, c'était avant, à côté. Là, c'est la micro-question. Est-ce qu'il y a une dernière remarque? Sinon, Sylvie, tu es encore là un petit peu? Parce que en fait, nous, on va monter pour le Greenwashing Comedy Club. Je pense qu'on va passer un bon moment. C'est à 16h au plus tard qu'on démarre. Donc voilà, si vous avez besoin de faire une petite pause et tout, peut-être qu'on s'arrête là. Et ce qui permet de vous applaudir et d'applaudir aussi Benoît. Merci beaucoup.